Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous reprends, on est lundi 18 mars et je voulais vous parler d'une lecture que je viens de terminer. Il m'a fallu 3 semaines pour terminer ce livre dont je vous parlais dans le précédent vlog, que j'étais en train de lire dans le précédent vlog. Ça y est, je l'ai terminé pour vous en parler. Donc il s'agit de L'héritage Mona Lisa, des enquêtes de Luc Perron, c'est le premier tome. C'est écrit par Jonathan Santlofer et c'est publié aux éditions Le Cherche Midi. C'est un livre qui avait vraiment tout pour me plaire. On va parler de la Joconde, hein, comme son nom l'indique, on va parler de Léonard de Vinci, on va aller à Florence, on va parler de Renaissance italienne. Voilà, moi j'adore Florence, c'est une ville que j'ai visitée il y a quelques années de ça avec ma mère. C'est une ville chère à mon cœur, que j'avais beaucoup aimée. Je suis assez fan de Renaissance italienne, voilà, tout ce qui est tous ces artistes comme Michel-Ange, Léonard de Vinci, Botticelli, Raphaël, voilà, tout ça c'est des choses que moi j'aime beaucoup. Donc vraiment quand Cherche Midi nous a proposé de recevoir ce service presse, j'ai été plutôt ravie et je m'attendais vraiment à quelque chose un petit peu mystérieux avec des codes, des énigmes, des secrets autour de tableaux, d'art, etc. Un peu à la Dan Brown, vous voyez, Da Vinci Code, ce genre de choses. Pas du tout. Voilà. Alors je vous explique quand même un petit peu l'histoire. D'un côté, il y a eu le fameux vol de la Joconde en 1911 à Paris au musée du Louvre. Donc ça c'est un fait réel qui s'est vraiment produit. On a Vincent Peruggia qui était un employé du musée du Louvre qui va dérober la Joconde et pendant 2 ans on ne sait pas ce qui est devenu la Joconde, le fameux tableau de Léonard de Vinci. Le tableau quand même le plus célèbre du monde a disparu pendant 2 ans et en fait Jonathan Santlofer, l'auteur, va se baser sur ce mystère en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Vincent Peruggia a volé la Joconde? Et que s'est-il passé pendant ces 2 ans où le tableau avait complètement disparu de la surface de la Terre? On va suivre donc notre personnage principal qui s'appelle Luc Perron, qui est professeur d'université en histoire de l'art. Il est américain mais d'origine italienne et en fait son arrière-grand-père, ou son grand-père, je ne sais plus, arrière-grand-père, grand-père ou arrière-grand-père, c'est son grand-père, voilà. Son grand-père n'était autre que Vincent Peruggia, le fameux voleur de la Joconde. Et donc il va retrouver en fait le journal de son grand-père qu'il avait écrit en prison, puisque Vincent Peruggia avait été arrêté. Et pendant son temps de prison, il a écrit un journal. Et dans ce journal, visiblement, il y a des secrets, des mystères que certaines personnes ne veulent pas qu'ils soient découverts. Et Luc Perron qui va s'embarquer à Florence puisque en fait c'est un professeur d'université florentin qui est malheureusement décédé et dans ses dernières volontés il a demandé à son assistant de contacter Luc Perron pour lui remettre le fameux journal de son grand-père. Et donc voilà que Luc Perron va s'embarquer pour aller à Florence et enquêter un petit peu sur ce mystère-là. Alors on va avoir différents points de vue. Évidemment on a le point de vue, toute l'intrigue au présent avec Luc Perron qui débarque à Florence pour enquêter. Il va devoir aller à la bibliothèque pour pouvoir fouiller dans les archives, etc. Il va faire des rencontres. Et puis on va avoir le point de vue d'un enquêteur d'Interpol qui surveille Luc Perron de plus ou moins loin. Et un autre point de vue un peu mystérieux, un peu méchant, mais on ne sait pas trop. Et on a aussi toute la partie au passé, en 1911 à Paris, avec Vincent Peruggia, sa vie, et puis certains passages de son journal en italique. Mais parfois les points de vue sont assez mélangés, on ne sait plus si on est au présent, si on est au passé, si on est au présent avec Vincent Peruggia ou est-ce qu'on est dans son écrit en fait, dans son journal et que c'est Luc Perron qui dans le présent est en train de lire, vous voyez. Et puis cette fameuse menace, ce personnage qui surveille et qui stalk en fait Luc Perron, on ne sait pas trop s'il est vraiment dangereux ou pas, qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi ses motivations, c'est quand même assez flou. Donc moi j'ai trouvé que c'était quand même assez confusant tout ça. Je me suis pas particulièrement attachée au personnage principal, Luc Perron, que j'ai trouvé assez peu crédible, puisque d'un côté il a un passé, l'auteur nous décrit comme quoi il a un passé de voyou, de membre de gang, et alors qu'il est
historien de l'art universitaire, enfin qui fait partie quand même de l'élite intellectuelle. Donc je me dis quand même, il y a un beau transfuge de classe qui moi me paraissait assez peu crédible. C'était peut-être pour donner une touche un petit peu sombre, un petit peu mystérieux au personnage, mais moi je trouvais que ça fonctionnait pas très bien. Et on est beaucoup plus dans les élucubrations amoureuses d'adolescents prépubères de Luc Perron, qui s'est amouraché de sa voisine de table à la bibliothèque. Et Je t'aime moi non plus avec Alexandra, c'est tellement pénible. Moi ça m'a sorti de ma lecture. Moi j'avais envie de mystère, j'avais envie de code caché, d'énigmes, de voilà, quelque chose d'un peu aventureux, avec un danger potentiel, enfin qu'on sent palpable et tout, et on n'est pas du tout là-dessus. Moi je m'attendais vraiment à quelque chose, à une enquête un peu à la Dan Brown avec Da Vinci Code et son fameux professeur Robert Langdon. Je m'étais imaginé ça en fait dans ma tête, et c'est ce vers quoi j'avais envie d'aller, ce que j'avais envie de retrouver dans ce bouquin, et je n'ai pas du tout été servie. Je me suis ennuyée, voilà, au bout de un tiers du roman, j'ai commencé à m'ennuyer en me disant mais il se passe rien, on n'avance pas, l'enquête, le mystère ne me tient absolument pas en haleine. J'ai un petit peu rien à faire de savoir qu'est-ce qu'a fait Vincent Perugia dans le passé par rapport au vol de la Joconde. Et finalement, quand on arrive au dénouement, parce que je suis quand même allée au bout pour pouvoir vous en parler en toute connaissance de cause, et j'avais quand même envie de... Voilà, puis c'est un service presse, donc je m'étais dit quand même, va au bout de ta lecture. Mais je me dis, tout ça pour ça, c'était pas palpitant, ça m'a pas tenu en haleine, je me suis un peu emmerdée dans ce bouquin. Pourtant, il avait vraiment tous les ingrédients pour me plaire. Moi qui suis fan de Renaissance italienne, qui suis fan de Florence, j'adore cette ville, mais vraiment j'adore cette ville, j'aimerais tellement y retourner. Mais voilà, oui, j'ai aimé parcourir les petites ruelles et les places de Florence en compagnie du personnage principal, mais c'est tout. On sent que l'auteur quand même est passionné par Florence et par l'histoire de l'art, la Renaissance italienne, etc. Alors moi j'étais contente de retrouver ça parce que je suis vraiment une aficionado de tous ces sujets. Je pense que pour quelqu'un, un lecteur qui est un petit peu moins averti, peut-être que ça pourrait être un peu lassant, que ça pourrait être peut-être des longueurs. Voilà, bon, moi ça m'a pas dérangé, mais c'est peut-être le seul aspect qui m'a pas dérangé. Le reste, voilà, j'ai pas compris, j'ai pas trouvé ça incroyable, c'était pas palpitant, je ressentais pas du tout le danger pour le personnage principal. Donc voilà, plutôt un flop pour cette lecture, et j'en suis la première navrée. C'est tout pour moi pour l'instant, je vous reprends plus tard. Ciao! Hello, je vous reprends, on est mardi 2 avril, je vous reprends seulement maintenant, je sais, je crois qu'il s'est passé un laps de temps quand même assez long entre les deux rushs, mais mon rythme de lecture en ce moment est absolument catastrophique, puisque je suis très occupée aussi bien en pro qu'en perso. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, dans ma vie pro, j'ai beaucoup de boulot parce qu'en fait les 40 ans de l'enseigne pour lequel je travaille, et du coup il y a beaucoup de campagnes de communication, de jeux concours sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup de travail et beaucoup de stress. Et puis dans ma vie perso, les week-ends sont consacrés à faire des travaux, puisqu'on fait des travaux avec mon chéri. Du coup on passe notre vie dans les chantiers et à Castorama, voilà, c'est à peu près le résumé de ma vie en ce moment. Donc autant vous dire que la lecture passe un petit peu au second plan, d'autant plus qu'en ce moment j'ai des lectures qui sont pas non plus hyper folichonnes. C'est pas non plus des catastrophes, mais on va dire que c'est des livres qui m'enjaillent pas vraiment. Du coup j'ai un peu du mal à y retourner, je traîne un petit peu la patte, donc ça avance pas bien vite. Mais bon, en attendant, je ne lis pas, mais je reçois quand même des livres, et c'est pour ça que je vous reprends, puisque j'ai reçu ce petit paquet dans ma boîte aux lettres, donc on va l'ouvrir tout de suite. Alors je sais ce que c'est, puisque l'auteur m'a contacté sur Instagram pour me proposer son livre. Je me suis dit pourquoi pas, et je suis en train de tout déglinguer évidemment. Ah mais il y en a deux. Oh, il y en a deux. Trop bien. Ah, ok. Ah donc, trop bien, trop sympa. Donc c'est Alexandre Murat, l'auteur, qui m'a contacté sur Instagram, normalement pour m'envoyer du coup ce livre là. Donc c'était La Légende de l'Empereur. Donc c'est le tome 1 qui sort apparemment
maintenant chez Pocket et qui fait partie de la sélection du prix Nouvelle Voix du Polar. Vous savez que j'ai longtemps fait partie du jury de ce prix. J'ai accepté parce qu'il s'agit d'un thriller historique qui se passe sous le règne de Napoléon Ier, Bonaparte, donc sous du coup l'Empire. Hein. Je vous lis la quatrième de couverture. Mai 1821, sentant la fin arriver, Napoléon fit distribuer 7 aigles en argent à ses proches. Ces aigles menèrent, après déchiffrement des symboles gravés sur leur dos, à une source de pouvoir immense, un inestimable secret qui ne doit surtout pas tomber entre de mauvaises mains. Ce que comprend immédiatement Alex, professeur réputé et grand spécialiste de l'empereur, quand il est embauché par James Whistlemore, un milliardaire américain qui le charge de retrouver les aigles. Avec Marie, directrice d'une agence de sécurité, il se lance alors dans une enquête ô combien périlleuse, car percer l'un des plus grands mystères de l'histoire peut se payer un prix exorbitant. Apparemment, le point qui compare ce thriller historico-ésotérique à la Dan Brown, donc à voir, mais c'est vrai que Napoléon, moi, c'est pas un personnage que je porte dans mon cœur parce qu'il était absolument misogyne, il a fait beaucoup de mal aux femmes en général, notamment avec son code napoléonien. Mais bon, apparemment, voilà, dans le bouquin, il clame ça assez rapidement, on en parle assez peu, c'est plutôt sur le mystère qu'il y a ensuite. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de le recevoir. Et il se trouve que le tome 2, si je comprends bien, ou c'est une... Ah non, c'est une nouvelle enquête. Ah ben on retrouve le professeur d'histoire Alex. C'est comme ça qu'il s'appelle Alex, oui. Professeur réputé spécialiste de l'empereur. Mais là on le retrouve du coup dans cette seconde enquête, j'imagine, qui s'appelle donc Aranea, le 9e livre. Et cette fois-ci aux éditions Fleuve Noir en grand format. Et là on va être, du coup je pense que ça va pas se suivre puisqu'on est en avril 1939. Alex, professeur d'histoire des civilisations à Harvard, et Marie, ah ben c'est la même, Marie j'imagine, à la tête de son agence de sécurité privée, sont loin d'imaginer qu'ils vont devoir, contre leur volonté, mener la plus dangereuse de leur quête et affronter une redoutable ennemie. Du monastère de Jiangsu au Tibet jusqu'aux Invalides, en passant par l'Argentine et les États-Unis, ils suivront les traces d'un ouvrage pour lequel les trahisons et les crimes s'accumulent, car le pouvoir de cet objet est peut-être encore plus grand et plus terrible qu'on ne l'imagine. Donc ouais, c'est un duo récurrent, donc Alex et Marie, donc ça c'est leur deuxième enquête, et celle-ci c'est la première qui sort en poche chez Pocket, donc voilà, merci beaucoup aux éditions Fleuve et Pocket, et aussi à l'auteur Alexandre Murat pour cet envoi. Moi ça m'intrigue pas mal, j'avoue, ce petit thriller historique là, ça me plaît bien. Hey, on est lundi 8 avril et je vous reprends puisque j'ai terminé un livre. Yes, enfin, on applaudit. J'ai terminé Une bonne raison de mourir de Arthur Cachet, c'est aux éditions Tornada. C'était un livre qui m'avait gentiment été envoyé par la maison d'édition Tornada, que je remercie. Donc là on est sur un vraiment pur, 100% pur roman policier où on va suivre des enquêteurs et notamment Beryl qui est une jeune chef de la crime de Paris. Beryl va recevoir un coup de fil pendant qu'elle n'est pas à la brigade et c'est son adjoint Rudy qui va prendre un message. Il s'agit d'un certain Pavel Novak qui lui laisse un message en lui disant: j'ai quelque chose à vous dire, il faut absolument que vous me recontactiez parce que c'est une information capitale. Et ça a un rapport avec le père de Beryl qui était un grand reporter qui malheureusement est décédé quelques temps plus tôt. Ce Pavel Novak se fait passer, enfin en tout cas prétend être un ami du père de Beryl. Lorsque Beryl va essayer de recontacter ce fameux Pavel Novak, elle va pas réussir à le joindre, du coup elle va décider d'aller chez lui pour voir ce qui se passe. Et lorsqu'ils vont arriver chez ce Pavel Novak, ils vont découvrir... il a disparu et il y a des mystérieuses traces de sang sur le parquet de chez lui. Donc ils se disent que visiblement c'est une disparition inquiétante, ils vont ouvrir une enquête. Et cette enquête va les conduire dans un engrenage bien plus vaste que ce qu'ils pouvaient imaginer, puisque ça va les conduire jusqu'en Turquie et au gisement de pétrole, puisqu'en fait Pavel Novak est un géologue, un éminent géologue
qui a récemment pris sa retraite, mais qui visiblement a dans sa carrière eu des informations un petit peu confidentielles et voilà. Donc ça a viré un petit peu au drame, donc Beryl et Rudy vont se lancer dans une enquête pleine de rebondissements, on peut dire. Je trouvais que c'était vraiment très policier dans le sens où on voyait parfois un petit peu les ficelles narratives, c'est-à-dire que il va se passer un événement qui va les conduire à un point B, ils vont interroger un témoin qui va les conduire à un indice, qui va les conduire à un autre témoin, ils vont interroger l'autre témoin, ainsi de suite. Et du coup tout ça est agrémenté de quelques courses-poursuites, un peu d'action, mais j'avais quand même l'impression de regarder une série policière à la télé, un film TV policier, donc parfois ça m'a gêné en fait de voir un peu trop ces ficelles narratives, ce côté très enquête, on va à un point A, à un point B, on interroge le témoin qui nous mène à un autre indice, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour moi c'était un peu trop gros, un peu trop apparent, ça manquait un petit peu de subtilité. Après cela dit, ça se lit bien, les chapitres sont extrêmement courts puisqu'ils font en général 2-3 pages, donc ça se lit assez vite, c'est assez dynamique. Il y a une psychologie dans les personnages qui est assez intéressante puisqu'on a quand même un background avec l'histoire de Beryl et de son père. L'adjoint Rudy a aussi sa propre histoire, son propre passé, son propre vécu. Voilà, donc c'était assez sympathique à lire. Après, j'ai pas trouvé ça transcendant non plus. C'était un bon moment de lecture, mais il restera pas gravé à tout jamais dans ma mémoire parce que ben justement, pour moi, ça manquait un petit peu de subtilité, un petit peu de liant, on va dire. C'était trop... je voyais trop la construction en fait à travers les lignes. Après, il faut savoir que Arthur Cachet est un jeune auteur, c'est son second roman, sa seconde enquête avec Beryl de la brigade criminelle de Paris. Donc bon, voilà. Moi j'avais pas lu le tome 1, mais ça gêne pas pour lire ce tome 2 puisque c'est des enquêtes indépendantes. Voilà, donc c'était sympa, mais pas la lecture de l'année. Hello, je vous reprends, on est jeudi 18 avril, j'ai deux choses à vous parler puisque j'ai reçu un colis et j'ai terminé un livre. Donc par quoi je vais commencer? Je vais commencer par le livre que j'ai terminé, hein, voilà, comme ça je vous laisse le suspense pour l'unboxing qui suit. Donc le livre que j'ai terminé, c'est le nouveau Joël Dicker. Et oui, je ne pouvais pas passer à côté de cette nouvelle sortie. Je crois qu'il est sorti en février, il me semble, fin février. Donc c'est Un animal sauvage et c'est publié chez sa maison d'édition à lui qui l'a créé. Donc Rosie and Wolf. Ma mère l'a acheté, elle l'a lu et ensuite elle me l'a prêté. Donc forcément, je ne pouvais pas attendre. J'ai tout mis en attente, j'ai tout mis sur pause, en stand-by et j'ai lu ce livre. Et je suis ravie parce que enfin je retrouve le Joël Dicker que j'aime beaucoup. J'ai adoré ce livre. Alors pour moi ça quand même pas au niveau de La vérité sur l'affaire Harry Kéber ou le livre des Baltimore qui avait été vraiment deux énormes claques pour moi. Là je commence un petit peu à comprendre la plume, le mécanisme, la narration de Joël Dicker. Donc il reste un petit peu dans sa zone de confort, hein. Il va pas aller explorer de nouvelles choses. Donc c'est pas révolutionnaire si on a déjà lu du Joël Dicker, mais c'est terriblement efficace. Il a une plume qui est tellement addictive, tellement prenante, on est de suite immergé dans l'histoire. Alors justement l'histoire, de quoi ça parle? Donc on est à Genève et on va suivre deux couples. Un couple qui est plutôt aisé, on va dire, donc Sophie et Arpad Brown, qui sont plutôt aisés. Elle est avocate, lui travaille dans la banque et ils ont une villa magnifique sur une colline un peu excentrée de la ville, du centre-ville de Genève. Une colline qui a de multiples villas où c'est quand même un quartier assez huppé. Eux ils ont une villa avec que des baies vitrées hyper modernes et ils sont parfaits, voilà, ils sont beaux, ils sont riches, ils sont amoureux, ils ont une belle famille avec deux enfants, tout semble idyllique. Et on a de notre côté un autre couple qui s'appelle Karine et Greg
qui sont des voisins, mais des voisins d'un quartier pavillonnaire qui est un petit peu plus classe moyenne, on va dire. Et ils appellent ce quartier la Verrue, en fait. Les riches huppés de la colline appellent ce quartier pavillonnaire la Verrue. Et donc Karine et Greg font partie de cette classe moyenne. Elle est vendeuse dans une boutique et lui, il est quand même... c'est un bon flic, c'est un flic d'intervention. Les deux couples vont se rencontrer et se lier d'amitié puisque leurs enfants respectifs vont à la même école, ils jouent dans les mêmes clubs de foot, ce genre de choses. Ils vont se lier d'amitié, mais une amitié particulière puisqu'en fait le couple Karine et Greg va éprouver une espèce de fascination pour le couple de Sophie et de Arpad. Faut dire que Sophie, elle est belle, elle est sexy, elle est solaire, elle attire tous les regards. Arpad aussi n'est pas en reste. Greg et Karine ont une espèce de fascination, un peu de jalousie, un peu d'envie, et en même temps ils aimeraient être plus comme eux, enfin ce genre de choses. Et va s'en suivre que en fait ce couple de Sophie et Arpad faut pas se fier aux apparences parce qu'ils cachent de sombres secrets. Petit à petit, on va rentrer un petit peu dans l'intimité de ces personnages et comprendre qu'en fait, c'est pas si parfait que ça et il y a des choses qui se jouent, qui se trament un petit peu en sous-marin. Chacun a ses secrets. Il va y avoir une escalade. Une escalade dans les événements puisque un braquage est programmé pour braquer une bijouterie prestigieuse de Genève. On ne sait pas qui est impliqué, on ne sait pas, voilà. Jusqu'à la fin, je ne vais pas trop en dire. Il y avait un suspense, une tension incroyable dans ce bouquin. Dès les premières lignes, Joël Dicker a réussi à capter mon attention, à capturer mon attention comme ça. J'ai adoré, en plus il fait des passages, comme il a l'habitude de faire, des alternances passé-présent qui sont topissimes. On est plongé dans la vie surtout de Arpad et de Sophie, de leur rencontre, de leur passé. Tout ça un peu sous les yeux de Karine et Greg. Greg qui va développer une fascination un petit peu malsaine pour Sophie, il va la stalker. Voilà, ça va être un peu bizarre. Mais c'était génial, voilà. J'ai beaucoup aimé ce roman, je trouve que Joël Dicker, il a ce don pour nous plonger vraiment dans la psychologie des personnages qui sont pleins de nuances et il va explorer des sentiments, des émotions qui sont universelles comme l'envie, la jalousie, la culpabilité. Voilà, c'était top. Vraiment, j'ai adoré, ça se lit super bien. C'est pas le meilleur de Joël Dicker pour moi, hein. Ça reste Le Livre des Baltimore et Harry Kéber pour moi les meilleurs. Mais en tout cas, c'était un roman de très bonne facture que je vous recommande. Maintenant qu'on a parlé lecture, on va encore parler de bouquins, mais cette fois-ci avec un petit unboxing puisque j'ai reçu ce livre dans ma boîte aux lettres. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Est-ce qu'on va réussir à ouvrir la languette du premier coup? Waouh, j'ai réussi! Merveilleux. Voyons voir. Oh, 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 j'ai vu ce que c'était. Ah, je l'ai demandé à la maison d'édition. Je suis trop contente. Si vous me suivez, vous savez que c'est une saga que j'adore, dont je vous ai beaucoup parlé, que j'avais lu il y a 2 ans, il me semble. Déjà, que le temps passe vite. Donc, c'est le nouveau Patrick K. de Downey. Il est trop beau. Donc, c'est le 4e tome de la saga, le cycle de Sif. Donc, La Maison des Veilleurs. Et c'est publié aux éditions Au Diable Vauvert, que je remercie beaucoup pour l'envoi de ce service presse. Et c'est un tome 4. Encore un beau bébé, bien épais. Mais j'adore. C'est vraiment un univers de fantasy que j'adore. Je vais pas vous lire la 4e de couve parce que de toute façon il n'y en a pas, c'est que des citations. Il y a quand même le petit papier du service de presse. Il sort le 2 mai, donc je sais pas s'il sera sorti au moment où vous verrez cette vidéo, mais en tout cas ça ne saurait tarder. J'adore cette saga, vraiment c'est une saga de fantasy française, même si l'auteur est d'origine anglaise il me semble. Il habite en France, il écrit en français et vraiment son univers est top. Dans le tome 1, on va suivre un orphelin qui s'appelle Sif qui va par truchement de circonstances, il va devoir fuir la ville parce qu'il va être recherché par les autorités puisqu'il a été pris en flagrant délit de vol et ça c'est quand même
fortement condamné. Donc il va devoir partir et sur sa route il va rencontrer son mentor, enfin un homme plus âgé qui va lui apprendre les maniements de l'arme, du combat pour devenir un espèce de mercenaire. Et puis va débuter une vie d'errance, il va se passer plein de choses. Enfin, je ne peux que vous recommander, d'ailleurs j'en avais parlé dans le podcast que j'avais fait pour le podcast d'Elodie, une semaine un livre, donc je vous linkerai le lien du podcast où je parlais de cette saga si jamais vous avez envie de vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Mais en tout cas c'est vraiment une saga que j'adore et le tome 4 sort enfin. En même temps il est bien épais mais je vais me régaler, ça va être vraiment topissime. Donc merci beaucoup aux éditions Au Diable Vauvert. Voilà pour moi, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir à moi et aussi à l'algorithme. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, passez de très bonne lecture. Ciao!